Au gendarme, il déclarera avant son incarcération « Heureusement que vous m'avez arrêté maintenant, parce que sinon j'aurais recommencé. » Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Criminum. Si vous aimez mon travail, abonnez-vous. Notre histoire se déroule à Soisy-sur-Seine, village d'environ 6000 habitants, situé en banlieue parisienne et niché entre la Seine et la forêt de Sénart. Audrey et sa maman, Marie-Antonia, dite Tonia, vivent ensemble dans un appartement au 2e étage de la résidence Gerville, appartenant à Tonia. On n'a aucune information à propos du père d'Audrey. Les années passent et Tonia retrouve l'amour. Puis, en 2004, elle déménage chez son compagnon, Bernard, à une centaine de kilomètres, laissant donc l'appartement à sa fille Audrey, 22 ans, tout en sachant qu'en cas de problème, sa meilleure amie Marie-Claude Vigo habite dans le même quartier et qu'elle est toujours disponible pour aider sa fille. Audrey est une jolie blonde, elle a maintenant 24 ans. Elle est étudiante en journalisme et partage sa vie entre Soisy et Londres où elle poursuit ses études pour parfaire son anglais. Elle est dite chaleureuse, pétillante et aimant la vie. Elle est sérieuse et responsable. Elle a beaucoup d'amis et est très appréciée dans sa résidence. Nous sommes le dimanche 11 septembre 2005. Audrey rentre d'un voyage au Brésil. Elle passe voir sa mère et Bernard chez eux puis rentre à Soisy. Le mardi soir, 13 septembre, elle invite une copine chez elle pour passer la soirée. Elle dîne, surfe sur internet, puis sa copine rentre chez elle. Le lendemain, mercredi, Audrey avait prévu une virée shopping avec une autre amie. Mais le jeudi, ses amis s'inquiètent. Elles n'ont plus de nouvelles d'Audrey depuis 24 heures. Elle n'est jamais venue au rendez-vous et ne répond pas au téléphone. Elle ne s'est pas excusée et n'a donné aucune explication. En fin d'après-midi, 2 de ses amis décident de passer chez elle. Audrey est peut-être malade ou s'est blessée, qui sait. Sa Peugeot 206 est garée sur le parking à sa place habituelle, ce qui est bon signe. Mais ses volets sont baissés, et ça, c'est très anormal. Elle sonne de nombreuses fois à l'interphone, mais rien, aucune réponse. Elle décide de contacter Marie-Claude, la meilleure amie de Tonia, qui est aussi très proche d'Audrey. Peut-être l'a-t-elle croisée dans la résidence dernièrement ? Mais non, elle non plus, elle ne l'a pas vue. Il faut vraiment aller jeter un œil dans l'appartement d'Audrey. Marie-Claude se souvient que la voisine de palier, une gentille mamie, a les doubles des clés. Vers 21h, accompagnée de 2 policiers, elle sonne chez le gardien pour qu'il leur ouvre la porte de la résidence et tout le monde monte à l'étage demander à cette mamie le fameux jeu de clés. Cette dernière fouille dans son meuble et leur tend une clé de voiture. Devant leur incompréhension, elle annonce sûre d'elle « C'est la clé que m'a donnée Madame Joannet ». Bizarre. En désespoir de cause, ses amis sonnent et tambourinent à la porte d'Audrey. Toujours rien. Marie-Claude se veut rassurante. Elle connaît Audrey. Si elle a décidé de partir prendre l'air sur un coup de tête, elle reviendra vite donner de ses nouvelles. Espérant qu'elle reviendra dans la nuit, elle décide de ne pas faire intervenir les pompiers et d'attendre le lendemain. Le gardien, Jean-Luc Caillez, très serviable, propose de laisser un mot sur la porte de l'appartement pour signifier à Audrey que ses proches s'inquiètent pour elle. Lui aussi s'inquiète, après tout, c'est son immeuble, et pour lui, ses habitants sont sous sa responsabilité. Afin de ne pas l'alarmer, Marie-Claude décide de ne pas prévenir tout de suite Tonia, sa maman. Le vendredi aux premières heures, Marie-Claude retourne devant la porte de l'appartement, espérant de tout son cœur qu'Audrey soit rentrée chez elle. Mais le mot est toujours au même endroit. Elle croise alors Jean-Luc, le gardien, qui lui dit que Mademoiselle Joannet n'est pas rentrée dans la nuit. Ce dernier prend les choses en main et décide de prévenir Tonia, la maman d'Audrey. Il lui dit que personne n'a de nouvelles de sa fille depuis 2 jours et que ses volets sont restés fermés depuis mercredi. C'est cette dernière précision qui finit d'alarmer Tonia. Sa fille ne ferme jamais ses volets. Elle lâche tout et prend la route précipitamment. Arrivés sur place, Jean-Luc et Marie-Claude l'attendent en bas. Avec son double des clés, Tonia et sa meilleure amie rentrent enfin dans l'appartement et quelque chose les chiffonne. Il n'est pas vraiment en désordre, mais pas non plus très rangé. La table, de travers, n'est pas débarrassée.
Les valises ne sont pas défaites, son ordinateur traîne sur le canapé, des vêtements sont éparpillés par terre, son sac de voyage traîne à côté du lit, et tout ça, ça ne ressemble pas à Audrey. Pire encore, son portable charge tranquillement dans un coin. Elle vérifie toutes les pièces, mais Audrey n'est pas là. Serait-elle partie sans rien? Tonya en doute beaucoup. Elle a un mauvais pressentiment. Elle appelle la banque. Aucun retrait depuis 3 jours. Alarmée, elle se rend à la gendarmerie pour annoncer la disparition d'Audrey. Tonya partage son inquiétude, mais à 24 ans, les gendarmes lui disent que sa fille est majeure et qu'ils ne peuvent rien faire. Il faut attendre un peu, laisser passer le week-end, et si elle n'a toujours pas de nouvelles lundi, elle pourra reprendre contact avec eux. Abasourdie, Tonya rentre à l'appartement. Bernard arrive pour la soutenir. Ils appellent tous les amis d'Audrey, la famille, les voisins. Personne ne sait rien. À la recherche du calepin où sa fille note ses numéros de téléphone, on est en 2005, Tonya se retrouve à fouiller dans sa chambre. Elle vérifie de partout, puis se penche pour récupérer le sac de voyage presque entièrement dissimulé sous le lit. Là, elle touche quelque chose d'inattendu, quelque chose de soyeux, mais préoccupée par ce qu'elle cherchait, elle ne réagit pas. Bernard et Tonya décident de dormir sur place. Ils se couchent et vers 1h du matin, elle a un flash. Elle se rue dans la chambre de sa fille, s'accroupit à côté du lit, et là, elle la voit. Elle ne réalise pas. Elle lance. « Mais Audrey, qu'est-ce que tu fais sous le lit ?» Puis elle comprend. Le corps de sa fille est là, froid et nu. Elle a des blessures de partout. Tonya hurle. La section de recherche de Paris intervient immédiatement. Les TIC, techniciens en identification criminelle, relèvent tous les indices présents sur la scène de crime et sur le corps de la victime. Curieusement, aucune trace d'ADN ou empreinte digitale n'apparaît dans l'appartement. De même, la porte d'entrée ne présente aucun signe d'effraction. Concernant Audrey, il apparaît qu'elle a été battue, étranglée et certainement violée, puisque retrouvée nue. Des traces de liens sont visibles sur son cou et ses poignets. Des bleus sont présents sur ses avant-bras et son visage. Des échantillons sont prélevés sur son corps, dans sa bouche et dans son vagin. Tout est envoyé dans un laboratoire de police scientifique pour être analysé. En attendant les résultats, commence une enquête de voisinage. Les gendarmes questionnent les proches d'Audrey, les voisins, afin d'obtenir des informations. 3 voisins rapportent avoir entendu un cri de femme dans la nuit du mardi au mercredi vers 4h du matin. L'un d'eux, habitant au rez-de-chaussée, est même sorti dehors pour voir ce qu'il se passait. Il a fait le tour de la petite résidence et a vu les lumières de l'appartement d'Audrey allumées, puis s'éteindre. Le lendemain, il en parle au gardien, Jean-Luc, qui lui assure n'avoir rien entendu. D'ailleurs, le gardien ne mentionnera cet incident ni aux policiers, qui sont venus le premier soir, ni à la mère d'Audrey, ni aux gendarmes. Ce dernier semble d'ailleurs s'intéresser de très près à l'enquête. Il questionne sans cesse les gendarmes, les renseigne sur tout ce qu'il se passe dans l'immeuble, propose son aide, prend des initiatives, est toujours présent. Il en fait trop. Son comportement est étrange. Il parle beaucoup, si bien qu'un jour il se confie à un des gendarmes, s'inquiétant d'avoir des problèmes. Le gendarme le questionne, et Jean-Luc explique que, je cite, « Je suis tombé pour viol ». Il précise néanmoins, « Vous inquiétez pas, j'ai subi un traitement de castration chimique, j'ai plus de libido ». Les gendarmes sont piqués au vif. Pourquoi leur parler de viol, alors que pour le moment, cela n'a pas encore été confirmé? Ils décident d'enquêter un peu sur lui. Jean-Luc Caillez a 48 ans au moment des faits. Il est né en 1957 à Morsan-sur-Orge. Il est le benjamin d'une fratrie de 6 garçons et a 3 demi-frères. Ses parents divorcent quand il a 10 ans et cela va profondément le marquer. Car, comme il le dit, je cite, « Il y a eu une cassure dans ma vie à ce moment-là ». Il vit avec son père qui est chauffeur routier, suite au départ de sa mère qu'il voit tous les 15 jours. Il quitte l'école à 13 ans sans formation ni diplôme et devient papa à 17 ans d'une petite fille dont il ne s'occupera jamais. Il est immature et irresponsable et tombe dans la petite délinquance. Il est jugé pour vol de mobilette et se voit proposer un choix. C'était comme ça à l'époque. La prison ou la Légion. Il choisit la Légion, mais il désertera 2 fois. En 1984, il est condamné à 7 ans de prison pour vol et viol d'une passante à Grigny.
Étrangement, il donne son prénom et son adresse à la victime, qui appelle la gendarmerie dès son départ. À l'époque, les experts psychiatres l'ont diagnostiqué psychopathe et ont dit qu'il était dangereux. Petit aparté concernant la psychopathie. C'est un sujet complexe mettant en jeu différents traits de personnalité. Ces traits ont d'abord été décrits par le psychiatre américain Clay Clay dans une publication de 1941. Ce sera plus simple si on l'appelle C. Donc l'ensemble de ces critères constitue ce que C appelle le masque de normalité, utilisé par la personne ayant une personnalité psychopathique pour se conformer à certains codes de la société. Il considère que ces individus souffrent d'un déficit affectif profond. La première édition du DSM, parue en 1952, c'est le manuel Diagnostic et statistique des troubles mentaux, qui est une référence mondiale, reprend en partie les caractéristiques énoncées par C sous le nom de personnalité sociopathique. Néanmoins, à partir de l'édition du DSM-3 en 1980, les traits de personnalité décrits par C pour diagnostiquer la psychopathie sont mis de côté pour mettre plutôt l'accent sur le repérage des comportements antisociaux. Depuis 1980 donc, il y a deux courants de pensée. D'un côté, ceux qui veulent définir la psychopathie par des comportements antisociaux et l'insérer dans la catégorie des troubles de la personnalité antisociale. Et encore, pas vraiment officiellement, vu que la qualification de personnalité antisociale n'est même pas mentionnée en tant que telle dans le DSM. De l'autre, ceux qui, comme le psychologue canadien Haar, considèrent au contraire que se focaliser sur les troubles du comportement ne mesure pas précisément la psychopathie. C'est ainsi qu'il met au point en 1980 un instrument permettant d'évaluer le degré de psychopathie d'une personne, appelé la psychopathie checklist, PCL, puis la PCL-R, révisée en 1991, désormais référence en termes de psychopathie. Il y a 20 items dans l'échelle. Ces items sont évalués grâce à un entretien semi-structuré fait par un professionnel formé. Chaque item est coté de la façon suivante. 0. La description ne caractérise pas le sujet. 1. Il y a un doute. Et 2. La description caractérise le sujet. Le diagnostic est posé lorsque le sujet dépasse les 30 points et écarté lorsqu'il est inférieur à 20. En quelque sorte, cette échelle évalue le rapprochement du sujet avec le prototype du psychopathe décrit par C. Toutefois, Haar reconnaît qu'il n'y a pas de réponse simple et totalement satisfaisante pour établir le point de coupure devant définir le fonctionnement psychopathique. Il a proposé en 2003 un modèle à 4 facettes comprenant les relations interpersonnelles, le déficit affectif, le style de vie impulsif et les actes antisociaux. Fin de cet aparté et revenons à Jean-Luc. Vous verrez que plein de petites choses dans sa vie et ses comportements collent tout à fait aux items de Haar. En 1991, il est condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour le viol de sa voisine qu'il a au préalable droguée en injectant des somnifères dans une crème au chocolat qu'il lui offrira dans la soirée. Les experts prédisent qu'il recommencera, tout en précisant que toute thérapie semble illusoire. Entre 2000 et 2002, il suit un traitement de castration chimique qui l'empêche d'avoir des érections. Grâce aux remises de peine, après 12 ans de prison, il est relâché le 4 octobre 2002 et ne bénéficie d'aucun suivi après sa libération. Il se fait embaucher début 2003 comme gardien à la résidence Gerville à Soisy-sur-Seine. Nous sommes 2 ans avant le drame. Après avoir parcouru son dossier judiciaire, les enquêteurs questionnent à nouveau les habitants de la résidence, mais cette fois au sujet de leur gardien. Tous ou presque sont unanimes. C'est un homme sympathique, très serviable, toujours prêt à dépanner ou aider les autres. Il est toujours présent dans sa loge en cas de souci. Enfin, toujours, sauf le lendemain de la disparition d'Audrey, soit le mercredi, où il y est resté enfermé toute la journée. Il n'a répondu ni à sa porte, ni aux appels téléphoniques. C'était si inhabituel que les habitants ont appelé les pompiers, croyant qu'il avait fait un malaise. À leur arrivée, Jean-Luc sort de sa loge, referme la porte derrière lui et refuse tout soin. Il dit qu'il va bien, mais il semble agité, en sueur. Néanmoins, une ancienne voisine de la résidence d'à côté, pour laquelle Jean-Luc est aussi gardien, ne partage pas les mêmes sentiments à son égard. 1 an et demi plus tôt, elle a porté plainte contre lui après l'avoir trouvé chez elle, dans son salon, entré avec un jeu de clés dont elle ignorait l'existence.
Dans sa plainte, elle dit qu'elle l'a perçu comme un prédateur sexuel. Enfin, l'autopsie tombe. Audrey a subi de très forts coups à la tête. Elle a été tuée par étranglement à l'aide d'un lien et a effectivement été violée, du fait de nombreuses lésions aux parties intimes. Les analyses des échantillons prélevés dans son vagin et sa bouche démontrent qu'il s'agit de sperme. Le 20 septembre, Jean-Luc est placé en garde à vue. Un prélèvement ADN est effectué pour le comparer avec celui retrouvé sur le corps d'Audrey. Les gendarmes sont confiants, ils auront bientôt la confirmation que l'ADN est celui de Jean-Luc. Affaire classée. Mais Jean-Luc nie tout en bloc. Il raconte son passé, ses écarts, ses peines de prison. Une chose saute aux yeux des gendarmes, c'est un homme seul. Il n'a pas d'amis, il ne parle pas vraiment à ses frères et sa seule compagnie, c'est sa mère, qu'il voit au moins une fois par semaine et la considère comme son pilier, son seul lien affectif. Jean-Luc révèle alors qu'il lui a parlé d'Audrey. Les enquêteurs remarquent le soudain changement, passant de Mademoiselle Joannet en début d'interview à Audrey. Puis, après 36 heures de garde à vue, les résultats de l'analyse ADN tombent. Ce n'est pas lui. Ils doivent le relâcher car au fond, à part une attitude bizarre et un casier judiciaire rempli, où sont les preuves? Personne ne l'a vu, aucune trace de lui dans l'appartement, aucun mobile. Mais suivant leur instinct, les gendarmes décident de le garder. En dernier recours, il lui parle à nouveau de sa mère, en lui faisant croire qu'elle est interrogée en ce moment même dans la salle d'à côté. Jean-Luc s'énerve, pas sa mère, elle n'y est pour rien. Puis il craque. Depuis des semaines, il était fermement décidé à passer à l'acte, mais il n'avait pas encore choisi de victime. Le 29 août, il fouille les poubelles d'une femme de sa résidence car il savait qu'elle entretenait une relation régulière avec un homme. Il y trouve un préservatif usagé dont il prélève le sperme avec une seringue qu'il place ensuite au congélateur. C'est lors de sa rencontre avec Audrey, qui rentrait de vacances le dimanche soir, qu'il cibla cette dernière. Ensuite, tout s'enchaîne. Il vole les clés d'Audrey chez la voisine en les remplaçant par les clés de voiture. Le soir du crime, un peu avant 4 heures du matin, il s'équipe d'une cagoule, de gants en latex et prend un fusil. Il monte à l'étage de l'appartement d'Audrey et ouvre la porte. Elle bloque. Il a le crochet de sécurité. Audrey se réveille. Elle s'approche et il chuchote. « C'est moi ». Elle ouvre et aussitôt, il met un grand coup d'épaule pour enfoncer la porte. Puis commence l'horreur. Il lui ordonne de se déshabiller, le fusil à la main. Elle est obligée de lui pratiquer une fellation. Il descend dans la loge et la garde une journée entière, prisonnière. Séquestrée, bâillonnée, bourrée de somnifères, elle ne se rebelle pas. Il s'amuse en lui rasant les poils pubiens, ce qui sera plus tard apparenté à des actes de torture. En fin d'après-midi, il lui passe une corde autour du cou et serre, la tuant. Il nettoie ensuite son corps et attend la nuit pour remonter Audrey dans son appartement. Il place le sperme aux endroits précités, puis la cache sous son lit. Puis, il récupère les preuves incriminantes qu'il place dans 4 sacs poubelles. Il n'expliquera jamais les lésions aux parties intimes d'Audrey, ni en le viol et les coups. Il emmène ensuite les enquêteurs dans le conduit d'aération de sa loge où il a placé un préservatif d'avance, et les guide enfin vers l'endroit de la scène où il a jeté les 4 sacs poubelles qui contiennent pêle-mêle les draps, les vêtements d'Audrey, le ruban adhésif et le préservatif. Aux gendarmes, il déclarera avant son incarcération « Heureusement que vous m'avez arrêté maintenant parce que sinon, j'aurais recommencé ». Pourquoi ne purge-t-il pas l'entièreté de sa peine? Il s'avère que Jean-Luc Caillès bénéficie au fil des ans de diverses remises de peine et de décrets de grâce présidentielle. Les deux combinés s'élèvent au final à environ 8 ans, d'où les 12 ans de prison au lieu des 20 initialement jugés. Mais pourquoi un tel traitement? En prison, Jean-Luc travaille et de ce fait rembourse à minima ses parties civiles, ce qui joue en sa faveur. De plus, il se soumet à un suivi médico-psychologique et à un traitement hormonal de castration chimique, et tout ça, ça aide beaucoup. De plus, et curieusement, la justice est très clémente avec lui. Il ne pointe pas lors de plusieurs permissions, il menace un éducateur, il multiplie les bagarres, mais tout cela n'est pas retenu contre lui. À sa sortie en 2002, on dit qu'il bénéficie d'une sortie sèche,
c'est-à-dire sans aucun suivi, alors même que les experts avaient alerté sur sa dangerosité. Il se trouve en effet que le suivi socio-judiciaire instauré par la loi du 17 juin 1998 n'est applicable qu'à l'encontre des auteurs d'infractions sexuelles commises après le 18 juin 1998. Or, le crime reproché à Jean-Luc date de 1990. Enfin, bien qu'alertés lors de la plainte de l'ancienne voisine, les policiers, malheureusement, ne vérifient pas le casier judiciaire de Jean-Luc Caillez, alors que s'ils l'avaient fait, ils auraient pu détecter la dangerosité du personnage. Jean-Luc est mis en examen pour séquestration aggravée, viol, acte de barbarie en récidive, homicide volontaire accompagné d'autres crimes et incarcéré. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Le 14 mai 2008, le procès de Jean-Luc Caillez débute à la cour d'assises de l'Essonne, à Évry. Il est vulgaire, odieux, prend des coups de sang, notamment quand sa mère arrive pour témoigner et qu'il la renvoie sans ménagement. Il maintient qu'il n'a pas frappé Audrey, malgré les preuves. Pour lui, ses pulsions sexuelles auraient dû être soignées par la justice. Or, cela n'a pas été le cas. D'après l'expert psychiatre Dr Bernstein, Jean-Luc a vécu le départ de sa mère du foyer familial comme un abandonnisme, ce qui, chez lui, aura pour conséquence, je cite, « une conduite déviante, dite psychopathique, caractérisée par une impulsivité et une instabilité, exacerbée par un milieu peu structurant, conduisant à des passages à l'acte antisociaux, avec une progression dans la gravité. » Pour Jean-Luc, cela serait une manière brutale de régler une sorte de contentieux avec les femmes. Enfin, d'après ce psychiatre, il a un profil de tueur en série. Pour en revenir à la psychopathie checklist, on peut voir maintenant qu'effectivement, avec les informations qu'on a, d'après moi, il coche plusieurs cases. Attention, je ne suis pas professionnelle, c'est seulement une suggestion. Dans la facette interpersonnelle, on peut voir la loquacité. Et en effet, il parle énormément aux enquêteurs. Il veut tout savoir et il raconte tout ce qu'il sait à propos des habitants de la résidence. Il aime avoir un petit rôle au début de l'enquête. Pour la duperie manipulation, il essaye de se faire passer pour le gardien sympa et serviable. Il place le sperme de quelqu'un d'autre sur la scène de crime pour le faire condamner à sa place. Dans la facette style de vie, il y a l'impulsivité. Et en effet, il répond à des pulsions sexuelles d'après ses dires. Il se bagarre. L'irresponsabilité. En effet, il ne s'occupe pas de son enfant qu'il n'a d'ailleurs jamais revu. Dans la facette du détachement émotionnel, on peut voir une absence de remords ou de culpabilité. Et en effet, il ne s'excusera jamais auprès de la famille d'Audrey. Et il ne montrera rien non plus au procès, ni après. Également, l'insensibilité et le manque d'empathie. On peut notamment citer le fait qu'il lui rase les poils pubiens et l'incapacité d'assumer ses gestes. Pour lui, ce n'est pas de sa faute, c'est la société qui ne l'a pas soigné. Enfin, dans la facette antisociale, la faible maîtrise de soi. Il ressent des pulsions et il passe à l'acte. Il est colérique, notamment lors du procès quand il hurle à sa mère de ne pas venir témoigner. Puis, par exemple, pendant la reconstitution, il s'est énervé contre le légiste qui lui affirmait qu'Audrey avait été violée et lui a même dit « Toi, je te tue ». La délinquance juvénile, on sait qu'il a été condamné une première fois à 17 ans pour le vol de mobilette. La violation des conditions de mise en liberté conditionnelle, il ne pointe pas lors de ses permissions de sortie, il récidive. Et enfin, la diversité des types de délits. Pour Jean-Luc Caillez, on peut citer vol, agression sexuelle, viol, utiliser de la drogue à l'insu des victimes, séquestration, torture, utilisation d'une arme, entrée par effraction. Jean-Luc Caillez a été condamné en 2008 à la réclusion criminelle à perpétuité, avec une peine de sûreté de 22 ans pour homicide volontaire, viol aggravé, enlèvement et séquestration. C'est la peine la plus élevée en droit français. Il n'a pas fait appel. Et c'est ainsi que se termine la tragique histoire d'Audrey Joinet. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous.